Imaginez, vous êtes à Téhéran, mi-juin 2025. Vous regardez votre téléphone et le point bleu qui vous représente se met à clignoter, puis saute à des centaines de kilomètres de là. Autour de vous, c'est le chaos. Pour des milliers d'Iraniens, les applications de navigation sont devenues folles. Les sirènes hurlent. Le gouvernement finit par l'admettre, ce n'est pas un bug. Le brouillage du GPS est délibéré pour dérouter drones et missiles pendant la guerre des 12 jours. Puis vient l'annonce qui change tout. Le vice-ministre Ehsan Shihzad reconnaît qu'il faut envisager des options alternatives comme Beidou, le système chinois. Ce chaos, invisible mais bien réel, a une résonance bien plus dramatique à quelques centaines de kilomètres de là, en pleine mer. Dans le Golfe, près de 1000 navires par jour deviennent aveugles, signalant des positions fantômes, jusqu'à la nuit du 17 juin. Vers minuit 15, au large de Fujairah, 2 pétroliers, le Front Eagle et l'Adaline, aveuglés par les interférences, se percutent dans l'obscurité. Cet incident n'est pas une erreur de navigation. C'est l'aperçu brutal d'un monde où votre position sur une carte devient une arme. La vraie question est donc la suivante. Ce basculement annoncé vers la Chine n'est-il qu'une simple riposte technique ou le début d'un réalignement mondial qui met fin à 30 ans de monopole américain dans notre ciel ? C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à la base. Un GNSS, c'est un système de satellite qui diffuse l'heure avec une extrême précision. Votre récepteur ne voit pas sa position. Il mesure des délais d'arrivée de signaux, puis calcule sa distance à plusieurs satellites et en déduit sa latitude, sa longitude, son altitude et l'heure. C'est de la trilatération, pilotée par l'horloge. Aujourd'hui, les grandes familles sont au nombre de 4. Le GPS américain, le GLONASS russe, le Galileo européen et le Beidou chinois. Tous servent la même promesse. Position, navigation et temps, partout, tout le temps. Dans l'espace, les constellations privilégient des orbites moyennes, autour de 20 000 km d'altitude, parce que c'est l'équilibre parfait entre la couverture, la puissance du signal reçu et son temps de parcours. Les satellites du GPS, par exemple, tournent à environ 20 200 km, 2 fois par jour, sur 6 plans d'orbite. C'est la charpente qui a façonné l'écosystème GNSS moderne. Là où la Chine a fait un choix différent, c'est en combinant 3 étages orbitaux. Des satellites en orbite moyenne, MEO, comme les autres, mais aussi des plateformes géostationnaires et géosynchrones inclinées qui survolent en permanence certaines régions. Ce mix GEO-IGSO-MEO, c'est la signature Beidou et c'est lui qui rend possible des services supplémentaires par lien satellite direct. Côté service, on distingue partout un signal ouvert pour les usages civils et un signal chiffré pour les usages sensibles. Le GPS a bâti sa domination sur ce duo avec un service standard pour tous et un service précis réservé à l'autorité américaine. Galileo a sa version souveraine, le PRS, chiffré et résilient pour les usagers gouvernementaux européens. Beidou, lui, a poussé plus loin l'idée d'autonomie. Au-delà du positionnement classique, il diffuse depuis ses satellites géostationnaires des corrections qui permettent d'atteindre une précision décimétrique sans dépendre d'un réseau terrestre. Et il intègre une messagerie courte native jusqu'à environ 14 000 bits pour le service régional, soit près de 1000 caractères chinois et quelques centaines de bits pour le global, utile quand tout le reste est brouillé ou coupé. Concrètement, même en environnement dégradé, on peut continuer à se localiser finement et à envoyer un message minimal par le ciel. C'est une promesse de résilience qui change les règles du jeu. Été 1993, océan Indien, un porte-conteneur chinois, le Yinhe, fait route vers le Golfe. Soudain, l'alerte tombe. Washington affirme détenir un renseignement béton. À son bord, des précurseurs d'armes chimiques pour l'Iran. Pour le Yinhe, le monde vient de s'arrêter. Poussé par la pression américaine, tous les ports de la région lui ferment leurs portes. Le navire est piégé en haute mer. Pendant des semaines, sous une chaleur écrasante, l'équipage attend, les vivres s'épuisent, la tension monte. Pékin proteste, affirmant que la cargaison est légale. Finalement, l'inspection a lieu dans le port de Dammam. Une équipe saoudo-américaine monte à bord et fouille le navire de fond en comble. Le verdict est sans appel. Aucun produit prohibé. Rien. Pékin exige des excuses. Washington répond avoir agi de bonne foi. L'incident diplomatique est clos. Mais la blessure, elle, est ouverte. Car de cet incident vont naître 2 récits. Côté chinois, l'affaire se grave dans la mémoire collective comme une humiliation nationale. Le récit officiel insiste sur un point crucial. Le GPS du navire aurait été brouillé par les Américains, le laissant aveugle et à la dérive. Cette coupure du signal n'est pas confirmée par les sources occidentales, mais la nuance est presque anecdotique, car le fait est là. La Chine a ressenti dans sa chair sa vulnérabilité technologique. Ce sentiment va devenir le moteur de l'histoire.
Combiné au choc de la crise du détroit de Taïwan quelques années plus tard, il forge une conviction au plus haut sommet de l'État chinois. Dépendre d'un système contrôlé à un rival stratégique est une faille inacceptable. La décision est prise. Dès le milieu des années 90, la navigation par satellite devient une priorité d'État. La première brique de Beidou est posée. La filiation est désormais une évidence. Sans l'humiliation du Yinhe, il n'y aurait pas d'ambition Beidou. Raconter cet épisode, ce n'est pas refaire un procès, c'est comprendre le déclic psychologique. C'est comprendre l'idée qu'un interrupteur situé à Washington peut immobiliser votre flotte, paralyser votre commerce, éteindre votre pays. Pour Pékin, cette blessure symbolique donne à Beidou sa véritable mission, la souveraineté, totale, coûte que coûte. La Chine n'a pas simplement copié le GPS, elle a posé une question fondamentale. Que se passe-t-il quand les réseaux au sol tombent, quand la guerre électronique brouille tout, quand il ne reste que le ciel? La réponse de Beidou, c'est un système pensé pour survivre au chaos. Et cela tient à deux briques technologiques uniques. La première, c'est ce qu'on appelle le PPPB2B. Pensez-y comme une mise à jour de très haute précision, murmurée directement depuis l'espace. Pas besoin de 4G ni d'Internet. Les satellites géostationnaires de Beidou diffusent en continu les corrections d'orbite et d'horloge dont votre terminal a besoin pour s'affiner. L'objectif officiel, une précision d'environ 30 cm à l'horizontale. Des études scientifiques de 2024 confirment que cette précision au décimètre est atteinte en seulement 14 minutes. En clair, même au milieu de l'océan ou du désert, un porte-conteneurs autonome, un drone agricole ou une équipe de secours gagne une précision fine, sans dépendre d'une infrastructure terrestre vulnérable. Techniquement, cette information est codée dans de petites trames de 486 bits. C'est sec sur le papier, mais sur le terrain, ça change tout. La seule limite, pour être honnête, c'est la physique. Si une montagne ou un canyon urbain vous masque les satellites géostationnaires, la source de ces corrections est perdue. La seconde brique, c'est la messagerie courte intégrée. C'est une ligne de vie numérique quand tout le reste s'est effondré. Là encore, tout passe par le ciel. Le service est double. En régional, via les satellites géostationnaires, un message peut atteindre 14 000 bits, soit environ 1000 caractères chinois. De quoi transmettre une alerte détaillée ou des instructions. En global, via les satellites en orbite moyenne, le message est plus court, environ 560 bits, soit une quarantaine de caractères. C'est le SOS du 21e siècle. Suffisant pour envoyer des coordonnées, un acquittement, un message critique quand Internet et les réseaux GSM sont coupés. Beidou est le premier système de navigation à avoir généralisé ce service à l'échelle mondiale. C'est cette combinaison, précision décimétrique sans réseau et message minimal garanti par satellite, qui change les règles du jeu. Dans un monde où un adversaire peut brouiller ou couper les liaisons au sol, Beidou offre une voie de repli native. Et ce n'est pas un slogan. Ce sont des spécifications officielles et des mesures indépendantes qui l'étayent aujourd'hui. Alors, comment cette bataille se déroule-t-elle sur le terrain? D'abord, il faut tordre le cou à une idée reçue. La guerre n'est pas un GPS contre Beidou. Dans le monde civil, la règle est simple. On additionne. Votre téléphone le fait déjà. La très grande majorité des récepteurs modernes combinent plusieurs constellations pour gagner en précision et en fiabilité. C'est la norme. La vraie bataille, bien plus subtile, est de passer de l'addition à la préférence. Et pour ça, la Chine n'offre pas qu'un signal, elle offre un pack complet, technologie, politique et industrie. Le long des nouvelles routes de la soie, Beidou devient la norme par défaut. Pékin revendique plus de 120 pays utilisateurs de ses services. On parle de stations de haute précision qui se déploient dans plus de 30 pays africains pour la cartographie. Ou du mégaport de Chancay au Pérou, présenté comme un smart port piloté par la 5G et Beidou. L'objectif n'est pas seulement de fournir un signal, mais de créer un écosystème. Une dépendance aux normes, aux logiciels et à la maintenance chinoise qui ancre durablement les partenaires dans l'orbite de Pékin. Et quand l'enjeu devient la sécurité, l'exemple emblématique est le Pakistan. Partenaire militaire étroit de la Chine, Islamabad a non seulement adopté Beidou, mais de multiples analyses suggèrent aujourd'hui son accès aux signaux militaires cryptés. C'est un alignement stratégique total, une interopérabilité qui soude les deux armées. Mais la preuve la plus actuelle de ce basculement nous ramène en Iran. Après la guerre des 12 jours de juin 2025 face au brouillage du GPS, Téhéran a annoncé préparer une migration graduelle de ses services clés vers Beidou. Comme l'a dit le vice-ministre Ehsan Chitsaz, il faut une alternative souveraine. L'intention est claire, même si le déploiement sera progressif. C'est l'exemple parfait du moment où la résilience en temps de crise force un choix. Au final, la guerre est celle de l'attraction. Là où le commerce domine, la planète reste pragmatique et multisystème. Mais dès que les mots souveraineté, défense ou crise entrent dans l'équation, un glissement s'opère. Un glissement parfois discret, parfois proclamé, vers une préférence pour Beidou. Et c'est ce mouvement de fond qui redessine, sous nos yeux, les sphères d'influence technologique.
Sur un champ de bataille moderne, la première victime n'est pas un soldat, c'est le signal. Sans position fiable, un missile à $1 million n'est qu'un projectile inerte. Sans communication, une armée n'est qu'une foule désorganisée. Et les États-Unis possèdent l'arme ultime dans cette guerre invisible, la capacité de créer un blackout du GPS au-dessus d'une zone de combat. D'aveugler un ennemi. C'est précisément contre cette menace que Pékin a bâti Beidou comme une forteresse numérique. La première ligne de défense de cette forteresse est sa messagerie courte. C'est le filet de sécurité ultime. Quand tout est brouillé, quand les radios sont muettes, un commandant peut encore pousser un ordre, des coordonnées, un point de situation. C'est un canal de secours qui s'étend des unités tactiques jusqu'aux flottes de pêche paramilitaires, transformant chaque navire en un nœud d'information potentiel dans la zone grise. La deuxième ligne de défense est sa géométrie orbitale. Contrairement au GPS, Beidou possède des satellites qui restent en permanence au-dessus de l'Asie comme des sentinelles immobiles. C'est une illumination constante de la région, un œil qui ne cligne jamais, même quand les autres satellites ont disparu de l'horizon. Enfin, sa troisième ligne de défense est la précision autonome. Grâce aux corrections envoyées directement du ciel, une unité peut conserver une précision de quelques dizaines de centimètres, même si toutes les infrastructures au sol ont été détruites. Ce service reste régional et plus lent à converger que ses concurrents, mais dans une crise, il existe. C'est la capacité de guider une frappe avec une justesse redoutable au milieu du chaos. Au final, Beidou n'est pas une baguette magique anti-brouillage. Aucune technologie ne l'est, mais en garantissant une position utilisable et un filet de communication vital quand l'adversaire déchaîne la guerre électronique, il offre aux forces chinoises ce qui est le plus précieux dans le brouillard de guerre. La capacité de continuer à manœuvrer, à communiquer et à frapper avec précision, sans plus jamais dépendre du bon vouloir américain. Pour comprendre la véritable puissance de Beidou, il ne faut plus regarder le ciel, il faut regarder les chiffres sur Terre. En Chine, Beidou n'est pas une technologie, c'est une économie à part entière qui pèse près de 80 milliards de dollars par an. Le marché intérieur est un océan, plus de 98% des smartphones vendus sont compatibles. Des milliards de puces et de modules inondent le pays. Des millions de véhicules sont connectés. C'est une base industrielle si massive qu'elle est devenue la norme par défaut. Sur cette base, la Chine a bâti une chaîne de valeur totale, du silicium au système. Des entreprises comme Quectel ou Umicore ne se contentent pas de produire des puces. Elles livrent des modules multibandes ultra perfectionnés, déjà capables de fournir une précision au décimètre par satellite, prêts à être intégrés dans des drones, des robots ou des tracteurs. Au-dessus de ce matériel, une couche de services a explosé. Des géants comme Qianxun SI, soutenus par Alibaba, ont transformé le signal de Beidou en une infrastructure à sa service pour plus de 2 milliards d'appareils connectés. C'est un véritable système d'exploitation pour l'économie physique. Il guide les machines, synchronise les réseaux et pilote les villes intelligentes. Et c'est tout cet écosystème que la Chine exporte désormais en kit. Prenez le nouveau mégaport de Chankay au Pérou. Beidou n'arrive pas seul, il est intégré dans un pack avec la 5G, l'intelligence artificielle et des drones. Prenez l'Afrique, où des dizaines de stations de référence au sol sont installées, créant sur le terrain l'infrastructure de précision sur laquelle viendront se brancher les futurs services. C'est là que la stratégie devient brillante. Ce maillage puces, modules, terminaux, services, intégration explique pourquoi Beidou progresse par écosystème. En offrant une solution complète et bon marché, la Chine réduit le coût d'adoption pour ses partenaires, mais elle crée aussi un coût de sortie très élevé, la dépendance à la maintenance, aux pièces et aux mises à jour. C'est ainsi que la constellation dans le ciel devient une infrastructure de dépendance sur le terrain. En Europe, on ne remplace pas le GPS par Beidou. On bâtit une autonomie qui s'appuie sur la redondance. C'est tout le sens de Galileo et d'EGNOS. Dans la pratique civile, la plupart des récepteurs modernes mélangent déjà plusieurs constellations, GPS, Galileo, parfois GLONASS et Beidou, pour gagner en précision et en robustesse. C'est la stratégie du multi-GNSS assumée par Bruxelles. Additionner les signaux, vérifier leur intégrité et réduire le risque d'une dépendance unique. Cette autonomie européenne s'exprime d'abord par un arsenal de services uniques désormais opérationnels. Le Galileo High Accuracy Service, HAS, fournit gratuitement des corrections PPP sur la porteuse E6B et via Internet, permettant dans des conditions nominales d'atteindre la précision décimétrique en temps réel. Un saut qualitatif pour la logistique, l'agriculture de précision ou les flottes de robots sans abonnement propriétaire. La mise en service a débuté en 2023 et les tests publiés en 2024 confirment l'objectif moins de 2 décimètres en conditions nominales. Deuxième brique, OSNMA. Depuis le 24 juillet 2025, Galileo offre une authentification des messages de son service ouvert, signature cryptographique des données INAV sur E1B,
Concrètement, un récepteur compatible peut vérifier que l'information vient bien des satellites Galileo et n'a pas été falsifiée. Un filet de sécurité crucial contre le spoofing, complémentaire des défenses anti-brouillage. L'Union européenne l'assume comme un rempart de première ligne dans un contexte où les interférences se multiplient. Pour les usages souverains, l'Europe dispose du PRS, Public Regulated Service, signal chiffré réservé aux autorités, sécurité civile, douane, forces de l'ordre, conçu pour tenir sous contrainte, résister mieux au brouillage et assurer la continuité du service en crise. C'est l'assurance vie GNSS des États européens, y compris la France, quand le ciel devient hostile. L'aviation montre la philosophie européenne à l'œuvre. EGNOS, le système d'augmentation régionale par satellite, améliore déjà la précision et l'intégrité des approches aux instruments sur des centaines d'aérodromes européens. La prochaine génération, EGNOS-V3, est en préparation pour augmenter à la fois GPS et Galileo, renforcer la cybersécurité et la continuité de service. Des mises à jour techniques sont en cours de déploiement en 2025 pour préparer cette montée de version. Autrement dit, l'Europe muscle son toit GNSS sans renier la redondance. Au sol, la logique se prolonge dans les infrastructures critiques. Paris et Londres ont officialisé à l'été 2025 une coopération pour durcir la résilience PNT des réseaux énergie, banque, secours face au brouillage constaté en zone de conflit. C'est exactement la traduction opérationnelle de la troisième voie. Sécuriser d'abord la fonction PNT, quelle que soit la constellation, en s'appuyant sur Galileo, EGNOS, des techniques d'authentification et des backups terrestres. Même nos ports basculent dans cette logique de continuité. Les projets financés par l'UE pour des smart ports combinent données maritimes, 5G et GNSS multi-constellations pour fluidifier terminaux, portiques et convois. On ne parle pas d'un totem Galileo seul, mais d'un écosystème où Galileo apporte précision, authentification et intégration européenne au service de chaînes logistiques plus prévisibles. En clair, la stratégie Europe-France n'est pas de choisir un camp contre un autre, mais d'installer une souveraineté fonctionnelle, disposer de nos signaux Galileo, de nos garanties OSNMA, PRS, de notre couche aviation EGNOS, tout en restant multi-GNSS pour la résilience. C'est la seule manière de garantir que l'Europe pourra continuer à naviguer, atterrir et produire, même si le ciel devient un champ de bataille. Ce que nous venons de raconter n'est pas un cycle d'actualité, c'est un changement de régime. Pékin a déjà acté la suite. La prochaine génération de Beidou doit entrer en test en 2027, avec un déploiement complet visé pour 2035, et l'ambition affichée d'une précision temps réel accrue à l'échelle mondiale. Autrement dit, la compétition technologique ne ralentit pas, elle s'accélère. Face à cela, 3 futurs crédibles se dessinent. Premier scénario, la coopération domine. Les États et les industries adoptent pleinement le multi-GNSS. On additionne GPS, Galileo, Beidou et parfois GLONASS pour lisser les faiblesses de chacun. L'Europe a déjà posé des jalons concrets dans ce sens. OSNMA, l'authentification du message de service ouvert Galileo, est opérationnelle depuis le 24 juillet 2025. Un filet anti-spoofing natif qui sécurise la chaîne GNSS sans exclure les autres constellations. C'est la voie la plus pragmatique pour la logistique, l'aviation, l'énergie, redondance, intégrité, continuité. Deuxième scénario, le monde se fragmente en blocs. La Chine diffuse Beidou comme infrastructure produit au sein de ses partenariats, l'Occident renforce ses propres couches, Galileo, EGNOS, outils d'authentification, et chacun pousse ses normes, ses puces, ses services d'augmentation. La dépendance devient un outil d'influence, les chaînes d'approvisionnement se polarisent et la compatibilité se maintient en surface, mais les mises à jour, l'assistance et les services par le ciel créent des coûts de sortie élevés. Dans ce monde-là, choisir un système, c'est souvent choisir un écosystème, donc un camp. Troisième scénario, la guerre électronique devient la norme. Brouillage et usurpation s'installent sur les axes critiques et la navigation elle-même devient un théâtre d'opération. L'épisode de juin 2025 près d'Ormuz, où 2 pétroliers, Front Eagle et Adaline, se percutent dans un contexte d'interférence GNSS avérée, a servi d'avertissement. Quand les signaux vacillent, la mer se rétrécit et l'erreur devient systémique. Dans ce scénario, les services de précision par satellite et l'authentification des messages ne sont plus des options, ce sont des conditions d'exploitation. Quelle que soit la trajectoire, une chose est acquise. Le monopole mental du GPS est terminé. Nous entrons dans un monde multi-constellation où la souveraineté PNT se mesure autant à la qualité du signal qu'à la profondeur de l'écosystème qui l'accompagne. Puces, modules, services, normes, maintenance. La vraie question, pour les décideurs comme pour nous tous, n'est plus de savoir quel système est le meilleur.
La vraie question est, avec quel ciel et surtout avec quelle garantie voulons-nous vivre et produire dans les 10 prochaines années